C'est parti. Ouais. Merci pour nous avoir accueillis ici. Avec plaisir. Voilà, vous avez déjà plus de 2 ans d'activité en tant que délégué général de la délégation Wallonie-Bruxelles. Quelle a été votre première impression concernant la Roumanie et comment vous la voyez maintenant? Est-ce que ça a changé un peu? Ça c'est difficile à dire. Quand on habite quelque part, c'est évidemment difficile de voir si le pays change, mais certainement il a changé. Mais ma première impression était excellente, je dois dire. Je suis venu ici. Je suis venu ici dans de bonnes conditions, c'est-à-dire que je suis arrivé, c'était en juillet, j'ai d'abord fait quelques jours de repérage, comme on dit en juillet, pour chercher mon appartement, et je suis revenu fin août. C'est l'été en Roumanie, il fait magnifique, il fait chaud, il fait beau. J'ai découvert très vite la qualité des vins et je me suis senti tout de suite très très bien ici. Donc je dois dire que c'était une... je ne vais pas dire que c'était une découverte parce que je connaissais la Roumanie. J'y étais venu pour le sommet de la francophonie en 2006, donc je connaissais déjà un peu la Roumanie et c'est un pays qui m'avait déjà attiré. Mais voilà, je me suis senti tout de suite chez moi ici en Roumanie et je me suis senti tout de suite très très bien. Maintenant, vous dire ce qui a pu changer dans les 2 ans, c'est vrai que... Non, pour vous, pas pour la Roumanie. Ah, pour moi, ça c'est une question personnelle. Mais c'est-à-dire que pour moi, forcément, chaque poste est un nouvel enrichissement. Donc pour moi, je suis forcément pas le même homme que celui que j'étais il y a 2 ans avant d'arriver ici, ça c'est évident. J'aurais pu vous dire la même chose lors de mes postes précédents. Donc c'est sûr que 2 ans c'est une bonne période pour un poste diplomatique parce qu'on commence à vraiment, je pense, ressentir un peu mieux le pays et on commence à avoir plus de partenaires, on commence à sentir un peu mieux les choses et je pense que 2 ans c'est une période où on peut commencer à faire un bilan effectivement et à tracer des perspectives. Donc c'est un bon moment pour cet entretien. Mais votre siège à Bucarest, ça va être pour quelle période? Alors ça c'est une excellente question et je suis incapable de vous donner une réponse. Je parle vraiment sans langue de bois. En principe, nous avons des termes qui sont fixes. 4 ans ou 5 ans. Quand j'étais engagé il y a plusieurs années, c'était 4 ans, puis ça a été étendu à 5 ans. Il se fait qu'on attend un mouvement diplomatique. En principe, le mouvement diplomatique, ça veut dire que tous les diplomates de Wallonie-Bruxelles vont tourner en même temps. On attend ce mouvement diplomatique, on attendait ce mouvement diplomatique pour l'été, il n'a pas eu lieu pour des raisons diverses, et on attend qu'il ait lieu peut-être l'été prochain. Mais tout ça est à mettre au conditionnel, tout dépend évidemment de ce que décideront nos gouvernements. Donc je suis malheureusement incapable de répondre à cette question. Ça sera la bonne surprise si je reste un peu plus longtemps. C'est vrai que je me sens bien dans ce pays, donc pour moi c'est pas quelque chose d'embêtant de devoir rester. Ça va être intéressant pour les lecteurs. Comment ça se passe vraiment? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, une période de formation pour ce qui concerne le milieu où vous avez la délégation? Comment vous avez été notifié que vous avez un tel pays? Voilà. Comment ça se... Alors tout ça, bon. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que la Belgique est un pays un peu particulier à ce niveau-là. C'est-à-dire que dans tous les pays du monde, il y a un réseau diplomatique, donc le réseau des ambassades. Alors en Belgique, les choses sont un peu différentes. Nous avons... oui, la bonne question est tout à fait pertinente. Donc en fait, en Belgique, on a 3 réseaux diplomatiques. On a le réseau diplomatique fédéral, donc les ambassades. Et puis à côté de ça, il y a le réseau de la partie nord, de la partie néerlandophone, le réseau flamand, et le réseau de Wallonie-Bruxelles. Et donc la Belgique est un État fédéral, et donc nous avons des régions et des communautés qui ont des compétences à l'international. Par exemple, si la Roumanie veut conclure un accord culturel avec la Belgique, elle ne pourra pas conclure avec l'État fédéral, avec le gouvernement fédéral. Il faudra aller voir le gouvernement flamand, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le gouvernement germanophone. Et donc nous avons un accord culturel avec la Roumanie, mais c'est le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a signé
cet accord. Et donc c'est le seul exemple, je pense, d'un État dans le monde, je crois que c'est le seul exemple au monde, d'un État qui permet à ces entités fédérées de conclure des traités. C'est tout à fait inhabituel. La plupart du temps, les États fédéraux conservent cette prérogative au niveau fédéral, pas en Belgique. Donc dans nos domaines de compétences, nous avons la capacité de conclure des traités, de conclure des accords de coopération avec les différents pays. Alors, la délégation, c'est l'institution qui peut faire ça? Alors exactement, c'est un peu entre guillemets l'ambassade, puisque je n'ai pas le titre d'ambassadeur, mais c'est entre guillemets l'ambassade de la partie francophone du pays, effectivement. Alors pour répondre à vos questions, aux différentes questions, beaucoup de questions que vous m'avez posées, je pense que la première qualité d'un diplomate, c'est de pouvoir s'adapter. Et donc, effectivement, nous n'avons pas nécessairement de formation préalable lorsque nous sommes, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres réseaux diplomatiques, mais en tout cas, pour ce qui concerne le mien, nous n'avons pas de formation préalable avant qu'on arrive dans un pays. Mais par contre, il va de soi que lorsqu'on arrive dans un pays, on commence à s'intéresser à l'histoire de ce pays, à la culture de ce pays, éventuellement à la langue de ce pays. Et donc, je pense que chaque diplomate, s'intéressant au pays, va s'intéresser à toute une série d'aspects pour se préparer au mieux dans sa fonction. Il va de soi aussi qu'on rencontre son prédécesseur, qu'on discute beaucoup avec le prédécesseur, qu'on fait ce qu'on appelle la reprise-remise, c'est-à-dire qu'il nous explique les dossiers et on reprend les dossiers. Et donc c'est comme ça qu'on se prépare. Maintenant, pour la procédure de nomination, chez nous, c'est le gouvernement. Ce sont les deux gouvernements, parce que la délégation Wallonie-Bruxelles dépend de deux gouvernements, du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour tout ce qui est culture, éducation, et le gouvernement de la région Wallonne pour toutes les autres matières. En gros, je schématise parce que c'est un peu complexe, mais donc nous dépendons d'un gouvernement régional et d'un gouvernement du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est là une communauté, ce qu'on appelle la communauté française de Belgique. Donc voilà, c'est complexe, j'essaye d'être le plus simple possible, mais voilà, en gros, si on peut retenir, je suis entre guillemets l'ambassadeur de la partie francophone de Belgique, mais je n'ai pas le titre d'ambassadeur, c'est évidemment l'ambassadeur de Belgique, mais voilà, on peut considérer que je suis quelque part le représentant, voilà, je suis le représentant de la partie francophone de Belgique ici en Roumanie. Et donc, si on peut mettre les choses plus simples, on peut dire que vous ne savez jamais, avant de l'arrivée à un poste, disons, et de l'annonce, vous ne savez pas où vous allez, je ne sais pas, en 2 ans. Non, effectivement, donc c'est vraiment un métier, pour ça c'est un métier très intéressant. Moi j'aime bien pouvoir bouger dans mon métier, j'aime bien que les choses bougent, et j'ai la chance que je n'ai pas à changer de métier pour ça, c'est mon métier qui change de lui-même, à intervalles réguliers. Et donc c'est vrai qu'il n'y a pas deux pays qui peuvent se ressembler entre les réalités qu'on peut avoir. Moi j'étais en poste à Paris, j'étais en poste auprès de l'Union Européenne à Bruxelles, ça c'était dans mon pays, auprès d'une organisation internationale comme l'Union Européenne. J'étais en poste en Afrique. Je suis en poste ici, eh bien, je peux vous dire que de ces 4 postes, il n'y a aucun point commun entre aucun de ces postes. Et c'est ça qui fait le charme aussi du métier, parce que finalement, on est toujours dans l'apprentissage. Et ça, c'est très très intéressant. Donc il y a toujours une phase où on doit s'adapter, où on doit apprendre. C'est pas forcément facile. Il faut refaire un réseau de relations. Si on arrive dans un pays, on n'a plus d'amis. Et donc il faut recommencer constamment à zéro, mais c'est ce qui fait à la fois la difficulté et le charme de ce métier, évidemment. C'est difficile à changer entre les systèmes, mais bon, de dire j'oublie, disons on oublie. Alors oui, mais en même temps on n'oublie pas. Ouais. C'est-à-dire qu'à chaque poste, on apprend du poste précédent. Et donc ça aussi c'est quelque chose de très intéressant. Et puis c'est évidemment très enrichissant, une vie comme celle-là. Mais avec le côté difficile, parce que c'est vrai que quand on est dans un pays, on s'y attache. Moi, il n'y a aucun pays où j'ai vécu où je n'ai pas... aucun pays dont je ne sois pas tombé amoureux. Même si parfois c'est difficile. Les premiers mois en Afrique, par exemple, étaient fort difficiles pour moi. Le contexte était un peu compliqué, le contexte familial notamment. Et donc, au début, c'était très difficile, mais quand je suis parti, j'étais très triste de quitter. Donc, ce sont chaque fois, en fait, c'est un métier qui est fait d'émotions. Donc, vous êtes toujours par des émotions très fortes,
et c'est un pays où rien n'est un métier pardon, où rien n'est linéaire, avec la difficulté et tout ce que ça peut avoir de beau et de charmant et d'enrichissant. Mais donc c'est un métier qui est en dents de scie en fait. C'est un peu comme ça que je me le représenterais. Donc ce n'est pas nécessairement facile au point de vue émotionnel. En tout cas moi je ne le ressens pas comme quelque chose de facile. Mais j'aime beaucoup ça en revanche parce que ça me procure des sensations que je ne pourrais pas avoir si j'étais dans mon pays et que je me disais que voilà, j'ai un travail et que je vais travailler jusqu'à mes 65 ans dans le même domaine. Pour moi, c'est très difficile à concevoir. J'ai besoin d'avoir des expériences différentes, des pays différents, j'ai besoin d'apprendre constamment. Ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et c'est ce qui fait donc le charme de ce métier. Tout à fait. Et de ce point de vue, est-ce que vous avez eu des contextes différents est-ce que c'est le pays qui influence, disons, votre tâche et démarche quotidienne dans le poste? Alors c'est à la fois le pays et donc ce dont le pays va avoir besoin et comment il va envisager sa coopération. Donc pour vous schématiser un peu les différentes expériences que j'ai eues, d'abord j'ai été en poste comme conseiller à la délégation Wallonie-Bruxelles à Paris. Et à Paris je m'occupais de multilatéral, donc je m'occupais de l'Organisation internationale de la francophonie, donc, qui est une organisation internationale, donc avec des commissions, comme les Nations Unies en fait, comme n'importe quelle organisation internationale. Et donc il faut des gens pour aller des diplomates pour aller dans les commissions et représenter les intérêts du pays dans les différentes commissions. Donc ça c'était du multilatéral dans un pays qui m'est très proche puisque Paris est à 300 km de Bruxelles. J'avoue que ce n'est pas, même s'il y a des différences entre la France et la Belgique bien sûr, mais ce n'est pas un choc culturel je dirais. Après, retour en Belgique, à Bruxelles, pour travailler auprès de l'Union européenne. Donc là je reviens dans mon pays, mais une organisation internationale qui n'a rien à voir avec l'Organisation internationale de la francophonie. Là, on est dans une organisation qui a des éléments d'un État, avec des éléments de droit interne, puisque les normes qu'on édicte au niveau européen s'inscrivent dans les normes, dans le droit national des États. Donc là, on est dans quelque chose de complètement différent. On est dans de la négociation de textes. On va aux réunions et on négocie des textes constamment. Donc voilà, contexte, deux villes proches, des pays très proches, mais deux contextes fort différents. Ensuite, j'ai eu l'occasion d'être envoyé en Afrique où j'ai été le directeur pour l'Afrique centrale et l'océan Indien de l'Organisation internationale de la francophonie, du bureau en fait de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc là, je passe de l'autre côté du miroir. Je suis toujours diplomate, mais je travaille non plus pour un pays, je travaille pour une organisation internationale. Et donc là, évidemment, le contexte est différent. Je suis dans une zone où on fait plus un travail de coopération, où à la fois je représente politiquement l'organisation internationale, mais je dois gérer des programmes de coopération avec les pays de la région. J'avais 15 pays dans ma zone. Je suis allé dans chacun de ces pays, minimum une fois, et parfois 3, 4, 5 fois, ça dépendait évidemment des différents pays. Mais voilà encore un contexte complètement différent. Donc là, j'arrive en Afrique pour travailler pour une organisation internationale et gérer des programmes de coopération. Et puis ensuite, la Roumanie, comme délégué général Wallonie-Bruxelles, là c'est sûr qu'on n'est pas dans de la coopération au développement ici en Roumanie. Donc là, on est vraiment dans du win-win, je dirais, puisqu'on est entre deux pays de l'Union européenne, entre Wallonie-Bruxelles, enfin qui est une partie d'un pays, et la Belgique en tout cas, et la Roumanie. Et donc ici, on travaille dans différents domaines. Donc les grands axes de compétences, je dirais, bien sûr, c'est la culture. La culture, c'est vrai que c'est un élément très important de notre intervention ici. Ça veut dire qu'en fait, on promeut la culture belge francophone et surtout on soutient les artistes belges francophones qui sont présents ici, qui viennent en Roumanie, notamment dans le cadre de festivals, mais pas seulement. Il y a des éléments de formation et d'éducation.
Et alors, il y a tout ce qui est coopération dans le domaine de la recherche scientifique. J'ai eu la bonne surprise de constater ici en Roumanie que vous aviez des laboratoires qui feraient rêver beaucoup de chercheurs belges, parce que vous avez, en fait, vous bénéficiez des fonds européens. Et donc, vous avez des laboratoires qui sont à la pointe de la technologie, ce que nous n'avons plus en Belgique. Et donc, moi, je pense qu'il y a vraiment des possibilités de coopération qui sont très intéressantes. Nous avons peut-être plus de know-how au niveau de nos chercheurs belges, quoique ça plus pour très longtemps, je pense. Hein. Mais donc, il y a du know-how chez nous, et il y a du matériel chez vous, et il y a vraiment moyen de faire des échanges comme ça, croisés, qui sont mutuellement intéressants, à la fois pour la Roumanie et pour Wallonie-Bruxelles. Donc voilà, de manière schématique, les différents domaines dans lesquels on travaille. Est-ce qu'on peut envisager aussi une saison culturelle en Belgique? Mais en fait, alors ça ne s'appelle pas comme ça, mais ça existe déjà, puisqu'il y a Europalia. Et donc Europalia, ça existe depuis très très longtemps en Belgique, c'est une vieille organisation, et ça permet en fait pendant plusieurs mois en Belgique de se concentrer sur un pays. Là par exemple, on est sur Europalia Indonésie, mais le prochain Europalia, c'est ça, Europalia Roumanie. Et ça va être quand? Et donc je pense, alors je n'ai pas les dates précises en tête, mais ça commence au second semestre, je pense 2000... Est-ce que ça serait 2019? C'est l'année 2019 en tout cas, et je pense que ça commence au second semestre. Mais ça, je vous avoue, je ne connais pas les dates. Mais c'est effectivement, ce sont une série, c'est pas juste un événement culturel, c'est une série d'événements culturels qui donnent un coup de projecteur sur le pays. Donc ça, c'est toujours évidemment intéressant. Alors par contre, là, la Fédération Wallonie-Bruxelles n'est pas la plus impliquée dans l'événement. Il y a évidemment des liens. Mais c'est une association privée qui organise Europalia. Alors pendant longtemps, c'était des anciens ambassadeurs qui devenaient présidents d'Europalia, ce n'est plus forcément le cas, en tout cas ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est un événement de grande ampleur, ce qu'on peut appeler une saison culturelle entre la Roumanie et la Belgique. Bon, je pensais plutôt à quelque chose de plus institutionnel, mais c'est très institutionnel, hein, c'est vraiment quelque chose qui s'organise à intervalles réguliers et qui met vraiment en contact des organisations, des institutions culturelles du pays hôte, la Belgique, et des institutions culturelles et des artistes de Roumanie. Donc c'est tout à fait institutionnel. D'accord. Comment vous ressentez les similitudes et les différences entre les cultures belges et roumaines? Qu'est-ce que vous avez pu observer? Quelles sont les différences? Quelles sont les choses qui sont pareilles? J'aurais tendance à dire qu'il y a plus de points communs que de différences. Déjà, il y a une chose qui nous rassemble, c'est la latinité. Donc ça, déjà, pour moi, c'est quelque chose de très important. Ça a même un côté, pour moi, assez émouvant, d'abord, de voir qu'on a d'un bout à l'autre de l'Europe des populations qui, finalement, ont le même patrimoine linguistique. C'est aussi, pour moi, très intéressant de voir que une langue latine, a pu se maintenir ici en Europe de l'Est, alors dans un contexte qui est un contexte difficile. Finalement, toutes les autres langues latines se touchent. Le français se touche, la France, la Belgique, la Suisse, la langue espagnole, on a la frontière française, la langue portugaise à la frontière espagnole, et la langue italienne est à la frontière, on touche la langue française par la France. Donc on est vraiment dans une certaine homogénéité, sauf pour... alors je parle de l'origine de la langue latine, je ne parle pas évidemment, si on parle de la francophonie, on parle du Québec, on parle de l'Afrique, mais je veux dire d'où est partie la langue latine, et il y a cette discontinuité géographique avec le roumain, et donc c'est à la fois très émouvant de voir qu'il y a cette proximité linguistique, et c'est très intéressant aussi, et c'est toujours un mystère de se dire mais comment cette langue a pu se maintenir dans un contexte qui est un contexte compliqué. Et donc, j'en reviens donc à la latinité, et donc aussi au fait que la Roumanie est un pays très particulier en francophonie.
c'est le pays le plus francophone de tous les États où le français n'est pas la langue officielle. Je ne connais pas d'autres pays qui fassent autant pour la langue française que la Roumanie. Je pense notamment aux bourses UNESCO, mais pas seulement. Il y a la francophonie, même s'il y a un recul, il faut l'admettre, il y a un recul au profit de l'anglais, comme partout, mais le français reste encore une langue très, très vivante ici en Roumanie, et vous en êtes d'ailleurs l'illustration. Mais ça, c'est intéressant, le fait pour moi de voir à quel point ce sont des langues qui sont proches. Proches parce que ce sont des langues latines, mais aussi au niveau du vocabulaire. Je ne connais pas d'autres langues latines qui soient aussi proches du français. Au niveau je parle bien du vocabulaire. Maintenant, c'est vrai que le français et l'italien sont extrêmement proches. L'italien et le roumain sont très proches, notamment au niveau de la prononciation, mais au niveau du vocabulaire, je ne pense pas que l'italien, maintenant je ne suis pas un spécialiste des langues, mais je ne crois pas que l'italien soit aussi proche au niveau du vocabulaire que le français et le roumain. Et ça, c'est aussi très, très intéressant. Maintenant, les différences, elles sont le produit de l'histoire et de la culture. Donc forcément, notre histoire est différente. Il y a un passé roumain qui est différent. Il y a d'abord cette influence turque pendant longtemps quand même. Et puis ce retour de balancier, ce retour, je dirais, au fait que la Roumanie se découvre aussi cette latinité, les liens qui ont pu exister avec... là, je reviens aux similitudes, vous voyez, donc dès que je parle de différences, j'en reviens assez facilement aux similitudes. Il y a quelque chose de très intéressant, je sais que mon discours est un peu décousu, mais c'est parce que je saute d'une idée à l'autre comme ça. Quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'à une époque, en Roumanie, on parlait beaucoup de la Belgique de l'Orient. La Roumanie voulait être la Belgique de l'Orient. C'est quelque chose d'intéressant, ça. Plusieurs personnes, on retrouve ce terme de Belgique de l'Orient dans la bouche de plusieurs personnes. Bismarck, par exemple, qui parlait de la Roumanie comme la Belgique de l'Orient. Je sais qu'il y a un consul de France qui était, mais ça date, là je vous parle des années 1850, donc on remonte à très loin, qui voyait aussi la Roumanie comme une possible Belgique de l'Orient. Parce qu'il y avait ce rayonnement économique de la Belgique à l'époque, au XIXe siècle, qui était une grande puissance industrielle, et la Roumanie pouvait s'inspirer de la Belgique. C'était un pays qui était, en termes de population, c'était assez comparable finalement. C'était un État francophone. La Belgique, à l'époque totalement francophone, c'était un État qui réussissait bien au niveau économique. Et donc c'était... voilà. Donc j'en reviens aux différences. Donc les différences sont le produit de l'histoire. Et il est évident aussi que le passé communiste de la Roumanie a influencé les mentalités ici, et que là, il y a certainement une différence. Et le passage très rapide d'une société communiste à une société capitaliste et parfois ultra-libérale entraîne évidemment des différences, notamment sans doute dans le comportement des gens. Voilà, mais bon, finalement, je pense que ce ne sont pas des différences qui sont très très marquées, et on fait tous partie de la grande famille européenne, surtout maintenant depuis que la Roumanie a rejoint l'Union européenne en 2007. Et donc, je crois que ce sont par ailleurs des différences qui sont amenées à s'estomper. Je crois que le fait qu'on appartienne tous à l'Union européenne, que les échanges se multiplient, tout ça fait que, je crois, pour en revenir à ce que je disais au tout début, lorsque j'ai commencé à répondre à votre question, je pense que les différences s'estompent et que de toute façon, ce qui est le plus important, et de plus en plus, c'est ce qui nous rassemble en fait. Et pour le côté de la coopération internationale francophone, quels sont selon vous les plus grands défis, et donc pour le milieu francophone en général, dans un contexte, disons, global de plus en plus compliqué? Oui. Surtout pour le côté linguistique. Oui. Alors ça c'est vraiment, là vous posez vraiment une question, j'aime bien répondre à ce genre de questions parce que tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'étais conseiller à la délégation Wallonie-Bruxelles à Paris, je m'occupais, mon dossier principal c'était l'Organisation internationale de la francophonie, et puis comme je vous l'ai dit, j'ai été pendant plusieurs années fonctionnaire de l'organisation. Donc c'est vraiment un dossier
qui me tient à cœur. Moi, je pense que, bon, on est, c'est évident, dans un contexte qui n'est pas nécessairement facile pour le français, mais qui est plein d'opportunités. Je pense qu'il faut d'abord savoir où est la priorité pour le français et quels sont les atouts du français. L'atout du français, le seul atout qu'il a, c'est que le français est une langue africaine. Je pense que c'est pas intéressant de savoir qu'on parle le français, enfin je suis un peu brutal en disant ça, mais que l'on parle français en Belgique, en France et en Suisse, c'est intéressant il y a un siècle, c'est fini ça. Je pense que si le français reste une langue internationale, c'est uniquement parce qu'elle est parlée en Afrique. Imaginez le français qui n'est pas parlé en Afrique, et c'est une langue qui devient une langue tout à fait marginale. Donc il faut prendre conscience de ça. Le français est une grande langue africaine, et ce n'est que parce qu'elle est une grande langue africaine qu'elle est une langue internationale. Donc c'est intéressant parce que ça doit permettre un peu plus de modestie dans le chef des personnes qui parlent le français de langue maternelle, ou qui parlent le français depuis des centaines d'années, comme on le fait en France, en Belgique ou en Suisse. Je pense qu'il faut fondamentalement, là je parle à titre totalement personnel, mais j'aime bien répondre de manière personnelle aux questions qui me sont posées. Je pense que ça amène à s'interroger sur le centre de gravité de la francophonie. Pour moi, le centre de gravité de la francophonie, c'est l'Afrique, c'est plus l'Europe. Soyons clairs, c'est l'Afrique. Par ailleurs, on voit que dans des pays comme le Québec, la francophonie est extrêmement vivante et on se bat pour la francophonie, beaucoup plus qu'on ne le fait en Europe. Donc, je crois qu'il faut prendre acte du fait que le centre de gravité de la francophonie s'est déplacé, et donc ça doit amener une autre réflexion sur la francophonie qui doit, à mon sens, donner la priorité à l'Afrique et surtout au maintien de la langue française en Afrique. Si ce combat-là est perdu, la langue française va devenir, comme on disait tout à l'heure, va devenir marginale. Il ne faut pas se tromper de combat. Donc l'important, c'est l'Afrique. Et évidemment, s'appuyer là-dessus aussi sur des États qui sont des États de bonne volonté. Et je pense que, on l'a dit, la Roumanie l'est. La Roumanie a historiquement des liens en Afrique aussi. Et par exemple, les bourses Eugène Ionesco, je ne sais pas si vous connaissez le système, c'est un mécanisme qui est extrêmement important parce que d'abord c'est beaucoup d'argent, c'est quand même près d'1 million d'euros, c'est pas négligeable. Donc ça veut dire que la Roumanie, malgré le fait que la langue française n'est pas une langue officielle du pays, fait beaucoup pour la francophonie. Et donc ça, il faut en prendre acte. Mais donc, pour moi, voilà, le centre de gravité de la francophonie, c'est l'Afrique. Et donc, je pense que tout doit tourner autour de cet objectif. Et la francophonie en Roumanie procède d'autre chose. Je pense que, vous voyez, je saute d'une idée à l'autre parce que vous me faites réfléchir. Je crois qu'on n'est pas assez attentif à cette idée de latinité. Je crois que dans tous nos pays latins, on devrait plus apprendre aux enfants, et dès le plus jeune âge, dès la maternelle, parce que c'est à ce moment-là qu'on apprend le mieux une langue, on devrait leur apprendre à parler une autre langue latine. Il devrait y avoir plus cette solidarité de la latinité entre nous. Je pense qu'un enfant à 3 ans, il va apprendre une langue beaucoup plus facilement, et d'autant plus facilement que cette langue est une autre langue latine. Donc apprendre l'italien, le roumain, l'espagnol ou le portugais, ou le catalan, puisque c'est d'actualité, pour un enfant qui est francophone, c'est beaucoup plus simple, et il apprendra d'autant plus facilement une autre langue. Et donc je pense que là, il y a quelque chose aussi, il y a une conscience à avoir dans nos pays de langue latine, de cette richesse qu'est cette latinité, et là il y a quelque chose certainement à faire. Mais je le répète, voilà, au niveau de la francophonie, je pense que vraiment le cœur de la francophonie, c'est maintenant l'Afrique, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire ailleurs, hein. Je disais bien, le Québec, c'est c'est un pôle de la francophonie important, la Roumanie est encore un pôle important de francophonie, mais juste se rendre compte que voilà, le cœur de la francophonie, c'est plus Paris, c'est l'Afrique. Voilà, je pense que ça, c'est quelque chose, c'est un message important, et je crois que c'est d'autant plus important qu'on a trop tendance à confondre France et francophonie,
et ce n'est ni bon pour la francophonie, ni bon pour la France. Mais bon, ça ne me concerne pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la francophonie. Mais à mon sens, ce n'est ni bon pour la francophonie, ni bon pour la France. Cette confusion, cet amalgame permanent entre une langue et un pays. De l'importance du côté africain dans la logique de l'organisation internationale de la francophonie. Est-ce que ce qu'on a parlé auparavant, vous avez soutenu ces idées aussi quand vous étiez au siège du Paris ou de Bruxelles, ou est-ce que cette nouvelle logique, je dis nouvelle parce qu'on ne la rencontre pas très souvent dans le milieu international, donc est-ce que ça c'était plutôt après l'expérience en Afrique? Non, je dois dire que c'est la vision que j'ai de la francophonie depuis longtemps, mais il faut reconnaître que c'était aussi l'Afrique est aussi une priorité de la francophonie, donc c'était institutionnellement un élément prioritaire, comme l'Afrique d'ailleurs est dans les priorités de l'UNESCO. Donc de la même manière, je pense qu'on peut difficilement ne pas se rendre compte, quand on regarde même simplement les chiffres de nombre de locuteurs francophones, de l'importance de l'Afrique. Mais là où j'ai ma vision personnelle, c'est je pense qu'il faut pousser la logique beaucoup plus loin. Et pas seulement se dire que c'est la priorité, mais ça signifie aussi déplacer le centre de gravité de la francophonie en Afrique, ça veut dire toute une série de choses. Donc je pense qu'il faut pousser la logique jusqu'au bout. Et ça c'est une vision plutôt personnelle et je pense relativement inédite. Enfin, il y a peu on entend peu parler de ce genre de choses et pourtant je crois que c'est vraiment fondamental pour l'avenir de la francophonie. Et si on revient à la délégation Wallonie-Bruxelles, bon, particulièrement en Roumanie, mais généralement dans chaque pays, est-ce que les objectifs de cette institution sont liés aux objectifs de l'organisation de la francophonie ou aux objectifs de l'Union européenne? Comment ça se passe? Non, pas du tout. Donc on a nos objectifs propres. Maintenant, il se fait qu'effectivement, dans certains domaines, nos objectifs se rejoignent. Par exemple, ici en Roumanie, il y a un programme de l'Organisation internationale de la francophonie qui vise à améliorer le niveau de français des fonctionnaires roumains. Mais là, c'est vrai qu'on travaille avec l'OIF, on travaille avec l'Institut français et nous travaillons également dans ce programme. La France a tendance à se concentrer, on fait deux types de séminaires, des séminaires linguistiques et des séminaires thématiques sur des thèmes de l'Union européenne. Les Français organisent les séminaires linguistiques puisqu'ils ont cette expertise d'avoir des professeurs et vraiment une école de langue très développée. Et nous chargeons plutôt du volet organisation de séminaires thématiques en français à l'intention des fonctionnaires roumains. Donc voilà, nous avons notre propre programme, mais il est clair que nous avons à certains moments des éléments de coopération avec d'autres organisations internationales, l'OIF très certainement, mais aussi, bien entendu, l'Union européenne, puisque nous faisons partie de l'Union européenne et qu'il y a nécessairement certains contacts et certaines coordinations qui doivent être menées. Mais là encore, c'est variable forcément en fonction des pays et des priorités qu'on peut avoir dans les différents pays. Et de ce point de vue, est-ce que vous avez aussi des priorités pour le milieu d'affaires, donc des contacts, des projets, voilà? Alors là, ça c'est assez compliqué parce que c'est notre organisation institutionnelle qui est ainsi. Moi, je n'ai pas de compétences pour tout ce qui concerne les affaires. Mais j'ai une collègue, en revanche, qui est ce qu'on appelle l'attaché économique et commercial de la Wallonie, qui est là pour effectivement promouvoir les affaires et notamment aider les investissements étrangers. Donc oui, nous avons l'Agence Wallonne à l'exportation qui s'occupe de tout ce volet-là, soutien au milieu d'affaires. Donc ça existe, mais moi je peux difficilement en parler puisque ce n'est pas de l'ordre de ma compétence. Vous avez pu participer à beaucoup d'événements liés aux différents domaines, donc de la culture au sport, au domaine social, aux affaires, je crois. Comment vous
voyez-vous la communauté francophone et belge en Roumanie? Est-ce qu'il y a des caractéristiques locales? Alors c'est très très étonnant. D'abord, la communauté belge n'est pas très importante en Roumanie, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Bon, il y a bien sûr quelques hommes d'affaires belges qui sont présents ici. On a notamment une grande entreprise wallonne qui s'appelle la Sonaca, qui est active dans le domaine de l'aéronautique et qui est présente en Wallonie. Mais curieusement, la plus grande partie des investissements belges en Wallonie sont plutôt des investissements flamands. On aurait pu penser le contraire vu la proximité de la langue, mais de manière assez étonnante, la plus grande partie des investissements, d'après ce que j'en sais, je ne suis pas un grand spécialiste, mais je sais qu'en tout cas la plus grande partie des investissements sont flamands. Sinon, au niveau de manière générale de la communauté française, je dirais, francophone, je pense qu'il y a toujours le fait que c'est une communauté qui vit peut-être moins entre elles que dans d'autres pays, puisqu'ici il y a également une communauté roumaine francophone qui est très forte. Et donc il y a beaucoup plus, je pense, dans un pays comme la Roumanie, de contact entre les gens du pays et la communauté francophone. Ça, je pense que c'est le fait qu'il y ait cette proximité de langue et cette maîtrise du français chez beaucoup de Roumains fait que, bien sûr, les Roumains sont plus ouverts à avoir des contacts avec les expatriés ici en Roumanie. Ça me semble assez évident. Et si on revient au côté culturel, on peut dire qu'on a assisté en octobre au festival de la musique belge. Qu'est-ce que représente ce festival dans la logique de soutien et de la promotion de la culture belge pour la délégation? Mais c'est très important, tout d'abord parce que l'initiative du concert est une initiative roumaine. Donc c'est pas nous, c'est pas la délégation Wallonie-Bruxelles ou l'ambassade de Belgique qui a demandé qu'un festival de musique belge soit organisé. Et ça, c'est très intéressant. Il y a ici en Roumanie des gens qui sont des passionnés de culture francophone, mais aussi de culture belge. Donc ici, en l'occurrence, on s'est appuyé sur le professeur Sherban Nikifor, qui est un ami de la Belgique. Et donc c'est aussi avec des gens comme ça qu'on arrive à nouer des relations et que des choses se font. Donc ça, c'est particulièrement important. On a par exemple à Cluj un centre d'études des lettres belges de langue française. Ce n'est pas la Belgique qui a été à l'initiative de ça. Ce sont des professeurs intéressés par la littérature belge de langue française qui ont monté ce centre. Et c'est un centre qui a un grand rayonnement à Cluj et qui fonctionne très très bien avec des passionnés de littérature belge de langue française. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est très important pour nous de pouvoir nous appuyer sur des gens comme ça, des personnes, je dirais des personnes ressources. Ça, c'est très très important. Donc, nous ici, nous ne sommes pas un centre culturel. La délégation Wallonie-Bruxelles, la délégation générale Wallonie-Bruxelles n'est pas un centre culturel. Et donc, nous n'organisons pas, à strictement parler, des événements culturels. Mais par contre, nous pouvons soutenir des événements culturels lorsqu'ils sont organisés ou soutenir la venue d'artistes belges francophones ici en Roumanie. Est-ce que vous voyez comme, je sais pas, une bonne idée, l'organisation d'un tel centre comme celui de Cluj aussi à Bucarest? Oui, maintenant nous sommes ouverts à soutenir toute possibilité, mais ceci étant, ça commence déjà à se mettre en place parce que nous avons des liens assez étroits avec l'université Dimitrie Cantemir, où ils ont une section de langue française qui est extrêmement dynamique. Et par exemple, là, ils viennent d'ouvrir un cours de littérature belge de langue française. Ça s'est fait la semaine passée, je pense. Je dois d'ailleurs me déplacer bientôt à l'université pour rencontrer les étudiants dans ce contexte-là. Donc oui, ce sont des choses qui sont tout à fait envisageables, mais comme toujours, ça dépend des personnes. Et donc, il faut pouvoir bénéficier de la personne qui va vraiment qui va porter le projet, puis alors qu'on va pouvoir soutenir. Mais oui, tout ça serait évidemment très enrichissant pour la Belgique francophone de pouvoir bénéficier d'un tel centre ici à Bucarest. Toujours en octobre, on a assisté à l'exposition organisée au Musée national d'art
d'art. C'est une exposition avec le titre Un rêve habité, un titre assez poétique et, disons, intriguant un peu. C'est un projet de la délégation et du centre de la gravure et de l'image imprimée de Louvière. Donc, quelle est la mise de cette exposition et comment avez-vous ressenti ce projet? On peut déjà le voir au musée. Oui, alors en fait, on a des liens avec le Musée national d'art depuis très longtemps, depuis même avant l'ouverture de la délégation générale à l'Uni Bruxelles ici à Bucarest. Donc, je pense que la première exposition qui a été organisée avec le Musée national d'art, c'était en 1995. Oui, je parle à la belge, 1995 et non pas 1995. Comme on dit Noazec en roumain et pas Obzec și Zece. Ça me semble logique. Mais donc, juste cette petite parenthèse en fond du monde. Pas de souci, j'ai pas rencontré une seule personne de Belgique qui va lire les chiffres et les années d'une manière différente. Bon, bien sûr qu'on peut se changer un peu, mais... Bien sûr, je pense que c'est important aussi de pouvoir le dire comme on le dit chez nous. Et en Suisse aussi, on le dit de la même manière. Mais donc pour en revenir à la coopération avec le Musée national d'art, c'est une coopération qui existe depuis très longtemps, qui s'est intensifiée depuis l'ouverture de la délégation générale Wallonie-Bruxelles en 2002. Et là, depuis plusieurs années, nous avons chaque année une belle exposition en coopération avec le Musée national d'art et une institution culturelle de Wallonie-Bruxelles. Alors pendant longtemps, on a travaillé avec le musée de la photographie de Charleroi. On a fait plusieurs choses avec le musée. Là, depuis 2 ans, on travaille avec le centre de la gravure et l'image imprimée de la Louvière. L'année passée, on a eu une très belle exposition avec, tournant autour de l'artiste Pierre Alechinsky, qui est exposé pour la première fois en Roumanie, donc une exposition d'une grande puissance. Et comme ça s'était très bien passé l'année passée, eh bien on a repris les mêmes acteurs, le Musée national d'art et le centre de la gravure et de l'image imprimée, pour faire une nouvelle exposition qui cette fois a pour thème l'architecture. Donc le fil conducteur de l'exposition, c'est l'architecture. 7 artistes belges francophones, mais qui tous ont fait des œuvres qui touchent à l'architecture ou qui interpellent quant à la vision qu'on peut avoir de la ville. Et ça m'a semblé, bon c'était une proposition du centre de la gravure et de l'image imprimée, mais ça m'a semblé d'emblée intéressant parce que Bruxelles comme Bucarest ont tous les deux souffert d'une urbanisation parfois un peu folle. Pour ne pas utiliser d'autres mots. mais c'est vrai parce que dans les années 60 et 70 à Bruxelles, il y a énormément de très belles maisons, de très belles maisons anciennes qui ont été détruites. Parce que c'était la folie, il fallait construire des immeubles à appartements modernes, qui ont d'ailleurs très mal vieilli entre-temps. Et donc, on a détruit énormément de choses. Donc, la ville a beaucoup souffert de ça. Comme Bucarest a beaucoup souffert, non seulement des années 80 sous Ceausescu, mais aussi des tremblements de terre. Donc, il y a plusieurs choses qui ont fait que la ville a souffert. Donc, il y a des points communs entre Bruxelles et Bucarest. On parle par exemple à Bruxelles, un terme utilisé en architecture pour dire qu'on défigure une ville, c'est la bruxellisation. Donc ça veut dire quelque chose, ça. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, malgré le fait que ce sont des villes qui de prime abord ne sont pas belles, ce sont des villes qui ont du charme et qui ont de très très belles choses à offrir. Ici à Bucarest, quand on se balade dans certains quartiers, c'est magnifique. Il faut aller voir du côté de la Piazza Dorobanzila, il y a plein de rues où il y a des immeubles art déco, c'est magnifique. Tout le coin là, des ambassades aussi, il y a une homogénéité architecturale qui est très très belle. Mais c'est pas comme ça partout. À Bruxelles, c'est la même chose. Il y a des quartiers qui ont été fort défigurés, d'autres qui sont très beaux, qui ont gardé une très belle œuvre. Mais il faut le chercher, c'est-à-dire que le touriste ne va pas forcément aller dans ces quartiers-là. Le touriste, il va aller à la Grand Place à Bruxelles. Bon oui, c'est une belle Grand Place, c'est vrai, c'est petit, et autour, il y a des choses qui ne sont pas belles du tout. Ici, il va aller du côté de Lipscan, où vous avez des bars et des restaurants pas toujours de très bonne qualité les uns à côté des autres, mais alors qu'il y a tellement d'autres choses à découvrir. Mais c'est ça qui est intéressant dans les deux villes, c'est qu'il faut connaître, pousser des portes, c'est un peu secret, c'est un peu caché, et c'est tout le charme qu'ont les deux villes. Et donc, voilà, pour en revenir à l'exposition, ça me semblait vraiment intéressant de tracer ce parallèle entre les deux.
Et pour les objectifs de la délégation pour la période qui va venir, donc 2018-2019, bien sûr que vous ne savez pas si vous allez être ici ou non, mais étant donné qu'on aura aussi la célébration du centenaire et qu'en 2019, la Roumanie aura pour 6 mois la présidence, et Europalia Roumanie, en plus. Qu'est-ce que la délégation envisage de ce point de vue? Écoutez, je ne peux pas encore vous en parler parce qu'on est en pleine réflexion évidemment sur le programme de l'année prochaine. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va prévoir des choses. Il y aura sans doute encore une belle exposition comme on le fait chaque année et d'autres activités. Alors, c'est peut-être déjà un peu prématuré d'en parler, mais on est en train de réfléchir à un thème pour l'année prochaine. Moi, j'aime bien travailler de manière structurante. Je n'aime pas faire des activités, pour reprendre un anglicisme, des activités one-shot. Moi, j'aime bien pouvoir m'inscrire dans la durée et pouvoir travailler un thème. Alors, la première chose à faire, c'est d'identifier un thème dans lequel la Belgique francophone se distingue. Il y en a quelques-uns. Cette année, l'année passée surtout, on a travaillé beaucoup sur le roman policier. Une des pistes pour l'année prochaine, mais sans que je puisse encore vous confirmer que ce sera ça serait de travailler sur l'illustration jeunesse, parce qu'on a vraiment un secteur de l'illustration jeunesse et de la bande dessinée au-delà, qui est très très fort. Nous avons des auteurs, même des auteurs des illustrateurs jeunesse qui sont traduits en roumain. Et il y a là toute une expertise à valoriser. Non seulement, je dirais, sur le plan culturel, l'illustration jeunesse, la bande dessinée, mais aussi dans le domaine plus technologique de la numérisation, ce genre de choses. Je vais vous donner un exemple. On a un auteur de bande dessinée qui s'appelle Benoît Socal. Donc il dessine des bandes dessinées, plutôt des bandes dessinées pour adultes d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant avec Benoît Socal, c'est que c'est aussi un concepteur de jeux vidéo. Et il conçoit des jeux vidéo superbes. Au graphisme, c'est magnifique. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de travailler à la fois sur le papier et sur le domaine technologique, le numérique. Donc voilà, moi on pense, on réfléchit à ce genre de choses, mais voilà, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Bon, merci beaucoup de toute façon. Et si on fait un peu le bilan, parce que voilà, on est près de la fin de l'année et aussi des changements de perspective pour 2018-2019. Quels sont les changements que vous avez pu observer entre la période 2015-2017 en Roumanie et en Belgique? Alors ça, c'est ce que je vous disais en tout début d'interview, c'est très difficile à dire, parce que quand on vit quelque part, on ne voit pas les changements. C'est lorsqu'on quitte et qu'on revient un peu plus tard qu'on voit comment les choses se passent. Mais ceci étant, ce que je constate quand même ici en Roumanie, c'est un grand dynamisme. On sent qu'on est dans un pays qui bouge. Alors avec des difficultés, il ne faut pas nier, mais en tout cas ça bouge dans le bon sens. On a parfois un peu trop l'impression en Belgique qu'on vit un peu sur nos lauriers, comme on dit. C'est-à-dire qu'on vit sur nos succès et on a parfois plus, j'ai cette impression-là, en tout cas je peux me tromper, mais j'ai parfois l'impression qu'on n'a plus ce dynamisme qui pousse à se dépasser et à changer la société. Ici, en Roumanie, comme de manière générale dans les pays d'Europe centrale et orientale, on sent très fort ce dynamisme, très très fort, avec aussi évidemment des éléments de contradiction, puisqu'on est dans un pays qui est quand même encore très rural, avec des valeurs qui sont parfois encore conservatrices, mais ça avance. Et on sent vraiment qu'on est dans un bouillonnement ici. On le constate par exemple tout simplement dans les petits endroits qui s'ouvrent. Il y a plein de... Moi, ce que je trouve assez intéressant, moi je suis un bon vivant, donc j'aime bien sortir dans des restaurants, j'aime bien... Et on voit qu'il y a beaucoup de petits restaurants qui s'ouvrent, qui sont de plus en plus attentifs à la qualité. Ce qui est très intéressant aussi, c'est tous ces petits points où on vend du café, du bon café, du café de qualité. Ça c'est le signe d'une société qui bouge. Ce sont souvent les jeunes qui font bouger cette société.
Et les jeunes, eh bien, les jeunes, ils voyagent de nos jours, ils vont voir ailleurs comment ça se passe, ils reviennent avec des idées, ils montent des entreprises et c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a peut-être plus de, je dirais, de dynamisme, d'audace ici qu'en Belgique, j'ai l'impression. Je trouve ça dommage parce que je pense qu'en Belgique, il y a des tas de choses, on a des atouts encore très importants et qu'on peut valoriser, qu'on devrait d'ailleurs valoriser beaucoup mieux, notamment sur la scène internationale. Je pense qu'un des problèmes de la Belgique, c'est peut-être trop souvent le manque d'ambition, alors qu'on a vraiment des atouts intéressants à valoriser. Mais là, je m'écarte un peu de votre question. Mais voilà, tout simplement pour vous dire que même si je suis ici, je vois des choses qui bougent très certainement ici, ce qui est évidemment très positif pour l'avenir. Et quand vous êtes ici, qu'est-ce que vous voyez du côté Belgique? Alors ça, c'est vraiment très intéressant parce que c'est vrai que comme je vais moins souvent en Belgique, je peux voir aussi les choses qui changent en Belgique. La Belgique est soumise à différents effets. C'est-à-dire que moi, je suis bruxellois, donc je vois Bruxelles qui change, à certains égards en mieux, à d'autres égards en moins bien. Ce qui est très bénéfique, ce qui me semble très bénéfique pour Bruxelles et pour la Belgique au-delà, c'est le fait que Bruxelles soit le siège des institutions européennes. Et ça amène un dynamisme, parce que dès que des gens de l'extérieur viennent, ils amènent leur façon de voir, leur vision des choses. On a des fonctionnaires européens de tous les pays de l'Union européenne et non seulement, et tout un monde qui tourne autour. Donc ça amène un dynamisme très important en Belgique. Maintenant, là où effectivement les choses sont on est peut-être moins insouciant qu'avant, eh bien c'est suite aux attentats, aux risques que ça engendre, et je pense qu'il y a moins d'insouciance et que ça se sent dans la société. Il y a peut-être des choses qu'on n'ose plus faire, qu'on ne fait plus, peut-être des choses qu'on n'ose plus dire aussi, parce que la parole est peut-être moins libre qu'avant. Mais voilà, donc il y a des pesanteurs, et en même temps, on bénéficie toujours de cet apport de sang neuf, de gens qui viennent de l'extérieur, d'expatriés qui viennent en Belgique et qui rendent ces sociétés et cette ville, Bruxelles, très dynamique. Est-ce que la question le problème des citoyens qui quittent le pays est aussi important en Belgique qu'en Roumanie? Non, parce que ce n'est pas du tout la même problématique. Donc on a évidemment des Belges qui quittent le pays pour différentes raisons, mais pas tellement pour des raisons économiques. Ce qui est plus le cas de l'émigration roumaine vers les autres pays d'Europe. Donc la situation n'est pas comparable. Il y a aussi toujours je pense que l'immigration n'est pas la même non plus. Je pense que les Belges qui partent à l'étranger, parfois ils s'installent à l'étranger et ils ne reviennent pas, mais ce n'est pas la majorité à mon avis, puisque revenir n'est pas compliqué, c'est-à-dire que la situation économique est en soi on a connu des périodes plus faciles que celle-ci, mais la situation économique permet en tout cas d'avoir un travail facilement, d'être correctement payé, etc. La situation économique en Roumanie, ça c'est une des choses qui est en train de s'améliorer et qui va encore s'améliorer avec les années, mais le niveau de vie, la qualité de vie en Roumanie pour quelqu'un qui vit ici est souvent assez faible, puisque les salaires sont bas et le coût de la vie est élevé comparativement. Et donc c'est évident que ça entraîne toute une série de jeunes à partir à l'étranger et parfois à y rester. Ça, c'est certainement un des problèmes à mon sens, à titre personnel, je pense que c'est un des problèmes que la Roumanie va devoir résoudre, c'est l'augmentation de la qualité de vie, et ça passe évidemment par l'augmentation des salaires. Je crois d'ailleurs que c'est un des éléments qui est pris en compte actuellement par le gouvernement, et ce sont des choses qui sont importantes, parce que l'augmentation du salaire permet aussi
à une économie de tournée, c'est les gens qui consomment, et donc je pense que ça a un effet plutôt vertueux sur l'économie. Maintenant, il faut que ça puisse se faire dans des conditions soutenables budgétairement. Je crois que c'est toute la difficulté, évidemment, d'augmenter les salaires sans trop augmenter la charge, en tout cas pour les fonctions publiques. Mais je pense que c'est un des défis de la Roumanie. Ça ne se fera pas d'un coup, mais je pense que on pourra avoir de nouveau cette conversation dans 20 ans. Je suis prêt à parier que dans 20 ans, ce pays aura beaucoup changé, et aura beaucoup changé en mieux. Le défi, c'est que les changements n'entraînent pas de rupture, et notamment de rupture par rapport aux valeurs, à la culture du pays. Ça, c'est quelque chose, je pense, d'important, et c'est un défi pour tous les pays, de manière générale, dans la société mondialisée. Si on parle des choses plus simples, disons, est-ce que vous avez des endroits préférés à Bucarest? Est-ce que vous avez pu connaître aussi d'autres localités ou régions qui vous attiraient l'attention à part de Bucarest en Roumanie? Mais bien sûr, je vous disais tout à l'heure, je suis un bon vivant, donc j'aime bien profiter des choses et surtout profiter des endroits où je vis. Donc oui, bien sûr, il y a toute une série de petits endroits agréables, rien que dans les environs du bureau ici, il y a plein d'endroits qui sont très très agréables. Donc moi, j'avoue que je me plais beaucoup à Bucarest. Et oui, j'ai eu l'occasion de voyager beaucoup, un peu partout. Je suis allé à Suceava, à Iași, à Cluj, à Sibiu, Brașov, Constanța, Timișoara. Donc j'ai vu quand même pas mal de... Oui, tout à fait, j'ai vu quand même pas mal, je pense. J'ai toujours la carte ici qui me permet de me rappeler les endroits où je suis allé. Je suis allé à Buzău aussi. Mais donc oui, j'ai eu l'occasion quand même de voir pas mal de choses ici en Roumanie. Et c'est un pays qui est très attachant et très intéressant. Bon, moi j'aime beaucoup Cluj, j'avoue. C'est une ville qui me plaît beaucoup parce que je trouve d'abord que, architecturalement parlant, c'est une belle ville, comme les Sibiu et Brașov aussi, comme le sont Sibiu et Brașov aussi d'ailleurs. Mais il y a quelque chose en plus à Cluj, c'est qu'il y a cette vitalité parce que c'est une ville universitaire. Et donc ça c'est formidable, avoir à la fois la beauté de la ville et l'effervescence de la ville universitaire. Ça, c'est très agréable. En plus, je trouve que la Transylvanie est une très très belle région. Et donc c'est vrai que... Mais bon, j'aime beaucoup Timișoara aussi. Iași aussi a beaucoup de charme. Bon, Sibiu, Brașov, en Transylvanie aussi. Suceava, quand on sort de Suceava, toute la campagne environnante, toutes les églises, les monastères sont magnifiques. Il y a toujours quelque chose à voir. J'ai aussi eu l'occasion d'aller dans le delta du Danube. Je dirais en fonction des saisons, et à tous les moments de l'année, il y a des choses très très belles à voir en Roumanie. Moi, c'est un pays qui me plaît beaucoup aussi parce qu'il a gardé des beaux villages, des traditions que nous, on a eu tendance à perdre en Belgique. Et donc tout ça, c'est évidemment très, très touchant. Ce que je trouve assez incroyable aussi, c'est le fait que les gens à la campagne font leur propre vin, font leurs propres saucissons, leur propre fromage. Enfin, c'est comme en Italie en fait. Et ça, c'est quelque chose, ça c'est d'ailleurs très intéressant de voir que ça se passe comme en Italie. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très précieux dans le sens négatif du terme, c'est-à-dire que j'apprécie d'aller dans un restaurant chic, mais c'est pas ce que je préfère finalement. Moi, j'apprécie le plaisir d'un moment. Et le plaisir d'un moment, ça peut être juste partager un vin de la maison avec quelqu'un, avec un fromage, un bon saucisson. Moi, je suis bien comme ça. Donc voilà, moi j'apprécie ce type de moment aussi. Et donc ça, la Roumanie permet aussi ce genre de moment de convivialité, notamment qui passe par la table et par la nourriture. Et donc ça, pour moi, c'est important. Je ne pourrais pas être dans un endroit où on n'apprécie pas d'être à table.
Ça, c'est quelque chose, pour moi, c'est impossible. Ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et ça, c'est quelque chose qu'on a en Roumanie, ce plaisir quand même de manger. Il y a des périodes de l'année pour ça qui sont assez extraordinaires en Roumanie. Donc voilà, ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et pour conclure et pour finir, disons, est-ce que, à part du bureau de la délégation, les membres de la délégation, où on peut les rencontrer, quel type d'événements? Je dirais à tous les événements, il y a une participation belge, ou belge francophones en particulier. Donc dès qu'on a des artistes qui se déplacent, ils ne se déplacent pas forcément à Bucarest, ils se déplacent lors de festivals ailleurs dans le pays. Et ça, ce sont évidemment les moments privilégiés pour nous rencontrer en Roumanie. Mais on est de manière générale, nos artistes sont présents dans beaucoup de festivals. Il y a parfois des festivals qui organisent aussi des focus sur la Belgique et sur la Belgique francophone. Et donc voilà, on se trouve naturellement dans ces événements-là. Merci beaucoup encore une fois. C'était un plaisir. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci.